La première année de la vie d'Artemisia Gentileschi, confinée entre le mur de l'atelier paternel. Artemisia Gentileschi naît en 1593 à Rome. Au sein d'une famille d'artistes. Son père n'est autre qu'Orazio Gentileschi, l'un des disciples d'un maître du clair-obscur, le Caravage. C'est donc dans l'atelier de son père que la jeune Artemisia se forme à la peinture de l'âge de 12 ans. Elle y apprend le dessin, mais aussi à mélanger les différents pigments permettant d'obtenir les couleurs flamboyantes de ses futures toiles. Alors qu'elle est en âge de se marier et de fonder de son propre foyer, son père remarque son talent et décide de la garder auprès de lui pour qu'elle poursuive son apprentissage. Confinée entre les murs de l'atelier paternel, elle pose et dessine pour son père, tout en s'occupant de ses frères et de l'ensemble des tâches domestiques du foyer. Des conditions de vie difficiles qui ne découragent pas Artemisia. Elle sait que son talent sera sa porte de sortie et elle rêve de gloire et d'indépendance. Des années plus tard, elle contribua à la diffusion du caravagisme à Naples, ville dans laquelle elle s'installe en 1630 et elle devient une peintre de cour à succès sous le patronage des Médicis et du roi d'Angleterre Charles Ier. Sa première œuvre personnelle, Suzanne et les vieillards, est pendant longtemps attribuée à son père. Déjà, on décèle le talent de la jeune femme qui n'a alors que 17 ans. Cet épisode relate la mésaventure de Suzanne, une jeune femme espionnée par deux hommes âgés alors qu'elle prend son bain. Vexée d'avoir été repoussée par Suzanne, les deux vieillards l'accusent alors d'adultère et réussissent à la faire condamner à mort. Suzanne est toutefois sauvée par Daniel, jeune prophète qui parvient à prouver son innocence. Le travail de dessin réalisé sur le corps de Suzanne est d'une grande précision. Le jeu de lumière et la composition habile qui fait peser sur Suzanne le poids écrasant des vieillards annonçant le futur chef d'œuvre baroque de Gentileschi. Dès le début de sa carrière, Artemisia Gentileschi consacre ses œuvres à faire le portrait de femmes souvent victimes du mauvais comportement des hommes, comme c'est le cas avec Suzanne ou encore avec le personnage de Lucrèce, dont le viol par son oncle a entraîné son suicide. Elle consacre un cycle de 4 toiles à cet épisode dramatique, en écho à sa propre histoire. C'est aussi l'une des premières femmes qui peint des corps nus. Tout au long de sa vie, elle place les femmes au centre de ses toiles et en fait non pas des simples spectatrices d'un événement historique, mais des véritables actrices capables d'influer sur le cours des choses. En peignant des figures historiques telles que Judith, Marie-Madeleine, Cléopâtre ou Sainte Cécile, elle réalise des portraits des femmes fortes qui luttent pour leur indépendance. Michelangelo Merisi da Caravaggio, en français Caravage ou le Caravage, est le peintre qui est à l'origine de l'apparition du caravagisme. Les caractéristiques du caravagisme. Les compositions principalement en largeur présentent des personnages grandeur nature, souvent coupés à mi-corps. Cette organisation permet par la succession des plans de créer l'illusion de profondeur sans avoir à traiter le problème de la perspective. De plus, l'artiste introduit directement le spectateur dans la scène. Celles-ci sont encore plus proches en raison du fond neutre. La lumière est elle aussi un élément essentiel de ses compositions. D'abord baignant tout le tableau, elle tend à se concentrer sur certaines zones, créant un contraste de clair-obscur qui donne une dimension de plus en plus dramatique à ses œuvres. Presque toujours extérieure au tableau, la lumière fait irruption dans la scène et guide l'œil vers l'essentiel. Apportant une dimension symbolique et spirituelle, elle participe autant à la compréhension de la scène qu'à sa sacralisation. Les tableaux dans ce style représentent le plus souvent des scènes brutales et violentes. Les créations d'une femme inspirée. Tout comme le Caravage, Artemisia Gentileschi maîtrise à la perfection la technique du clair-obscur et l'utilise pour structurer ses œuvres.
Ces personnages semblent jaillir de l'obscurité et leur mise en lumière nous fait ressentir toute l'intensité de leurs émotions. Elle mène également la couleur avec talent. Sa bonne connaissance des pigments lui permet de créer des tableaux intenses avec des puissants contrastes. Ses compositions sont presque toujours dénuées de décors et ses protagonistes évoluent sur des fonds noirs ou uniformes. De cette manière, elle place leur action au centre de sa toile. Elle dessine des visages troublants de réalisme aux expressions quasi photographiques. Deux caractéristiques notables du travail de Gentileschi ont été inspirées par l'œuvre du Caravage. Le ténébrisme, l'utilisation donc des contrastes de la lumière et de l'obscurité profonde pour produire un effet d'intense émotion, et la représentation réaliste des figures humaines. Alors que le Caravage avait rallié à sa cause un grand nombre d'imitateurs et de disciples, Artemisia parvint à intégrer ses ressorts stylistiques tout en développant son propre langage. En 1613 et 1620, Artemisia Gentileschi consacre 2 toiles à un sujet biblique très populaire à l'époque, la décapitation d'Holoferne par Judith, sous les yeux de sa servante. Artemisia Gentileschi peint en effet 2 versions de la même scène, l'une en 1613 qui se trouve au musée de Campodimonte à Naples, et l'autre en 1620 qui est conservée au musée des Offices à Florence. Cet épisode tiré de l'Ancien Testament relate comment cette jeune femme juive a sauvé son peuple des troupes envoyées par Nabuchodonosor II en décapitant le général Holoferne pendant son sommeil. Même si ce sujet en inspirait plus d'un, ici s'ajoute la touche personnelle et tragique du passé de la peintre. Revenons un peu sur l'histoire d'Artemisia pour mieux comprendre. Étant une femme, Artemisia Gentileschi n'a pas le droit d'étudier les beaux-arts au sein d'une école de formation. C'est ainsi qu'en 1611, lorsqu'elle avait 17 ans, son père l'a confiée à Agostino Tassi, un peintre reconnu. Orazio espère ainsi que son ami enseignera la prospective à sa fille. Cependant, le prospecteur viole la jeune femme. Âgé alors de 19 ans, le peintre promet d'épouser sa victime pour protéger sa réputation, mais il ne tient pas sa parole. Orazio porte alors l'affaire devant le tribunal papal. L'enquête dure plusieurs mois et le procès en lui-même une épreuve supplémentaire pour l'agent Artemisia, qui vient soumise à un examen gynécologique et même à la torture. La peintre maintient ses accusations et le précepteur est condamné à l'exil, qu'il ne fera pas. La violence extrême de la procédure, la crudité des faits qu'elle est forcée de relater et les méthodes du tribunal marquant Artemisia et par la suite influençant vraisemblablement son art. Quelques mois seulement après le viol et le procès, Artemisia peindra ainsi la scène biblique de Judith décapitant Holoferne. On pourrait dire qu'Artemisia Gentileschi décide donc de se venger à sa façon. À bras le corps. Une grande tension physique se noue au centre de la scène. Le temps pour survivre, Holoferne se débat et attrape la servante par le col. Mais cette dernière le maintient solidement sur le lit. Les bras de Judith sont eux aussi tendus. D'une main, elle écrase fermement la tête de Holoferne contre le matériel, tout en lui empoignant les cheveux pour lui trancher la gorge de l'autre. Tous ces gestes énergiques convergent vers un point, la tête hurlante d'Holoferne au centre de la toile. Un effet de clair-obscur sur la poitrine de Judith souligne les charmes qui lui ont permis de piéger Holoferne. Néanmoins, la belle est représentée sous les traits d'une femme assez robuste pour pouvoir hausser un guerrier. Ses sourcils froncés marquent sa gravité et sa détermination. Gore. Et alors? Décapiter un homme n'est pas chose aisée. Beaucoup de force, de
fermeté et de détermination sont nécessaires. Et visiblement, Judith ne manque pas. Artemisia non plus n'a pas froid aux yeux. Allant à l'encontre de ce que l'époque tolère chez une femme peintre, l'artiste n'hésite pas à représenter la profusion de sang qui glisse et coule sur le drap blanc, poussant le réalisme jusqu'à prendre une goutte de sang suspendue à la pointe de l'épée. Ici, c'est l'homme qui souffre et saigne tel un animal sacrifié. Et c'est lui qui se retrouve nu et allongé, vulnérable, tandis que les femmes se tiennent debout et habillées. Ce qui est un fait notable puisqu'environ 80% des nus de l'histoire de l'art sont féminins. Le visage d'Holoferne est comme paralysé, bouche ouverte, yeux exorbités, front plissé de surprise et de douleur. Un complice efficace. Sourcils foncés, bouche serrée, la servante affiche le même art grave et déterminant que Judith, penchée au-dessus d'Holoferne. Elle est active et dominante. La grosse main du général qui lui empoigne violemment le col n'affecte en rien sa concentration inébranlable. Les deux femmes semblent animées par la même folie meurtrière. Sans sourciller, l'artiste prend le temps de fignoler chaque détail de la scène, jusqu'aux décorations du manche de l'épée, qu'elle retranscrit avec précision. La forme de cette pièce métallique surmontée d'un pommeau n'évoque-t-elle pas un sexe masculin ? Pour Artemisia, l'objet est hautement symbolique. Le membre de son violeur se retourne contre lui, transformé en une arme fatale. Étoffe raffinée. Des draps blancs, du lit aux robes de soie de ces héroïnes vêtues à la mode du XVIIe siècle, Artemisia Gentileschi montre sa maîtrise en travaillant les effets de lumière et des plis sur les étoffes. Comme toujours dans ses œuvres, et contrairement au Caravage, elle accorde autant de place aux drames qu'ornementation, ou comment peindre une meurtre tout en faisant dans la dentelle. Comme dans un tableau du Caravage, qui lui aussi a représenté cet épisode biblique en 1598, la scène semble éclairée depuis la gauche par un projecteur de théâtre, créant un puissant contraste entre certains éléments surexposés et d'autres à moitié mangés par l'ombre. Avec ses œuvres d'une forte intensité dramatique, accentuées par de puissants effets de clair-obscur, Artemisia Gentileschi se montre très influencée par le maître lombard. Mais lorsqu'on compare cette Judith décapitant Holoferne avec celle du Caravage dont elle s'est inspirée, on remarque tout de suite la différence. La Judith du Caravage est frêlée et effrayée. Elle se tient le plus loin possible d'Holoferne, qu'elle tient que par les cheveux, comme si elle voulait éviter à tout prix que sa robe soit tachée par le sang qui coule. Elle a une expression de dégoût. Apparemment, elle commet son acte malgré elle. La vieille servante paraît plus déterminée que Judith. Les mâchoires serrées, les yeux écarquillés, elle tend anxieusement le sac dans lequel elle espère mettre la tête de l'Assyrien. Le général essaie de se relever et regarde dans la direction des deux femmes. Le Caravage représente une Judith passive et craintive, conformément à l'idée que l'on se fait de la femme. Quel contraste avec le personnage représenté par Gentileschi. Ici, on voit une femme forte et courageuse, découpant la tête de l'homme comme un boucher découpe un porc. Son expression est calme et déterminée. Contrairement à la servante peinte par le Caravage, celle peinte par Gentileschi est plus jeune et se tient à côté et non derrière Judith. Elle participe activement et aide sa maîtresse en tenant le général des deux mains. Celui-ci a l'air plutôt surpris et effrayé et tente mollement de repousser la servante. Les deux autres tableaux représentant la suite de l'histoire montrent de façon tout aussi théâtrale des femmes déterminées et complices. Il s'agit ici d'une toile de violence rare représentant un acte d'anéantissement, une détermination sauvage de détruire l'ennemi. L'intensité est
tel que l'on perçoit sans peine que la rage qui anime Judith n'est autre que celle qui ressent Artemisia pour son agresseur. Et pour vous en convaincre, sachez que c'est son autoportrait que l'artiste a réalisé à travers le visage de Judith, tandis qu'elle s'est inspirée d'Agostino Tassi pour désigner Holoferne, une façon pour l'artiste d'exprimer sa douleur et sa haine. C'est pour cela que cette peinture peut évidemment être interprétée comme le désir de revanche de la jeune peintre face aux violences subies, mais plus largement comme le désir des femmes les plus courageuses de cette époque de dénoncer les hommes qui empêchaient leur reconnaissance en tant qu'artistes, les vouant à rester confinés dans leur rôle domestique. Les tableaux d'Artemisia Gentileschi ont longtemps été oubliés ou attribués à d'autres artistes masculins comme son père ou même parfois le Caravage lui-même. Mais sa vie hors du commun et son travail remarquable sont désormais largement reconnus et appréciés. Artemisia Gentileschi est aujourd'hui une source d'inspiration pour le monde des arts, puisque de nombreux ouvrages, films et pièces de théâtre lui sont consacrés. Chaque année, le prix Artemisia récompense une bande dessinée réalisée par une ou plusieurs femmes.